Chers téléspectateurs du CTB, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission Les coulisses des Lions. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir coach Mohamed Wahbi, sacré champion de la Coupe du Monde des U20. Monsieur Wahbi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me donner du temps pour pouvoir partager ça ensemble. Je rappelle que ce tournage se déroule au centre Mohamed VI. Un petit mot par rapport à ce bijou sportif. Mais je pense que ça contribue aussi après à atteindre des objectifs pareils et gagner une Coupe du Monde. Ça se fait aussi grâce à beaucoup de choses, mais aussi aux infrastructures. Ça nous a permis de bien nous préparer. C'est, comme vous l'avez dit, un bijou. C'est quelque chose c'est un centre qui est l'un des meilleurs au monde et très fonctionnel. Et on en profite assez bien. Merci. Son Altesse Royal le Prince Héritier Moulay Hassan vous a accueilli dernièrement. Parlons de cet accueil royal et ce qui s'est déroulé durant ces accueils. Mais c'était un moment assez impressionnant à vivre, difficile à décrire et à expliquer, parce que tout se fait très, très lentement. On a l'impression que tout le monde chuchote, tout le monde parle doucement, tout le monde est impressionné. Et on a l'impression aussi que les gens qui travaillent et qui sont là depuis longtemps sont impressionnés. Donc ça donne encore un peu plus comment dire, de piment à cette journée et ce qu'on a vécu. Maintenant, comme je l'ai dit, les joueurs, c'est des joueurs, ce sont des jeunes joueurs, et ce sont des enfants aussi, hein, certains. Et de les voir toujours un peu dynamiques, toujours un peu joyeux, et de les voir si concentrés, si appliqués juste avant l'arrivée du prince héritier Moulay Hassan. C'est un moment qui sera marqué à vie pour nous. On sent aussi qu'on est très reconnaissant parce qu'on sent aussi qu'on a contribué et on a apporté quelque chose à toute une nation, à tout un pays. Et donc ça valorise aussi tout ce qu'on a fait. Et on s'en est rendu compte parce que c'était un moment très émouvant. Très bien. Après la réception royale, vous avez eu droit à un accueil populaire extraordinaire. Comment avez-vous vécu ce moment en voyant tout le peuple marocain célébrer avec vous cette victoire? De nouveau, juste après, c'était un moment encore inoubliable. Je dis toujours, depuis qu'on a gagné, depuis qu'on a passé cette journée-là, c'est que c'est les moments qui m'ont marqué le plus. La réception au palais et la parade, encore plus que de soulever la coupe, encore plus que de gagner un match final de Coupe du Monde. C'est incroyable de ressentir, ainsi que tout, la joie, l'amour, par les cris, on vous appelle par votre nom, on appelle tous les joueurs, et voir cette joie dans les yeux de chacun, et de nombreuses personnes qui ont fait un long déplacement pour revenir jusqu'ici, et pour nous accueillir. C'était un moment qu'on a voulu partager avec eux, et alhamdoulilah, c'est une récompense aussi, les joueurs le méritent aussi parce qu'il y a eu tellement de sacrifices, beaucoup de responsabilités, et ils ont su traduire cette responsabilité en énergie positive durant tous les matchs, et pouvoir partager ce moment avec eux, c'était important. Coach Wahbi, est-ce que vous avez vu les images des Marocains? 40 millions de Marocains sont sortis, ils vous ont encouragé. Avez-vous vécu cette finale, ces images-là, bien sûr votre famille aussi, tout le monde était content. C'était des moments inoubliables. C'était des moments inoubliables, il y a des moments qui m'échappent aussi parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de fatigue et d'émotions que je me rappelle pas de tout. Et parce que voilà, on a vécu un moment où on était submergé par tout ce qu'on a ressenti de tout le monde, de nos familles, de nos amis, des gens qu'on connaissait pas, les vidéos qu'on a vues des gens dans la rue à fêter ça. Sincèrement, c'est le plaisir de se dire que ça reste que du foot, qu'on a juste joué au foot, mais on a tellement fait plaisir à beaucoup de gens que ça vous apporte fierté, et puis surtout envie de continuer et de faire plus. Bien sûr. On a appelé le groupe du Maroc le groupe de la mort, le Mexique, le Brésil et l'Espagne, des grandes nations de football. C'était quoi votre pressentiment quand vous avez vu ce tirage au sort?
Mais quand j'ai aussi, je l'ai déjà dit, je pense, c'est le, moi, le moment qui m'a marqué, c'est quand ils ont sorti le Maroc dans la poule avec l'Espagne, le Mexique et le Brésil. C'est le regard du coach brésilien et du coach espagnol qui se sont tournés vers moi et que j'ai senti qu'ils n'étaient vraiment pas contents qu'on soit dans leur groupe. Et de se dire, oh, c'est bon, on fait peur. Après, bon, il faut le dire aussi, on était dans le chapeau 4. Hein, et que si vous pouvez tomber contre Cuba, contre Calédonie, vous tombez contre le Maroc, c'est pas favorable pour eux aussi. Mais j'ai senti tout de suite une certaine crainte de nos adversaires. Ça m'a poussé dans l'idée alhamdoulilah, c'est un moment qu'on va vivre. C'est une Coupe du Monde. Je me suis dit, c'est une Coupe du Monde. Vivre une Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Pouvoir vivre cette Coupe du Monde en jouant contre l'Espagne, contre le Brésil, contre le Mexique, c'est un pays que j'ai toujours aimé aussi. Pour moi, c'était comme un cadeau. C'était voilà, c'était on méritait des beaux matchs. Et vos joueurs, vous avez un peu de l'inquiétude, de la peur, surtout que vous avez fait une grande CAN. Ça, c'est une vérité. Vous perdez contre l'Afrique du Sud difficilement. Après, vous venez et il y a cette Coupe du Monde avec ce groupe-là. Mais je pense que les joueurs se ressentaient la même chose que moi. C'est de se dire, waouh, purée, on va jouer des beaux matchs. Ouais. On n'a pas vraiment pensé au début et même après à la difficulté des matchs. On a pensé au prestige et au plaisir de jouer ces matchs. Et les joueurs, je ressentais vraiment, ils étaient très, très, très excités de pouvoir jouer ces matchs. Et on le voyait parce que beaucoup se sont battus avec leur club à venir. Ils voulaient être là. Et je pense pas qu'ils se seraient battus en se disant on va venir. Vous savez, les Abiri, les Hotman, les Baouf, les Gessim, il y en avait une autre aussi qui sont battus avec leur club pour venir. Ils ne sont pas battus pour venir faire 3 matchs. Si c'était pour faire 3 matchs, peut-être qu'ils se seraient dit bah, je vais rester dans mon club, je vais essayer de gagner ma place. Leur intention, c'était vraiment d'aller plus loin. Et je pense que ça s'est ressenti aussi, on craignait personne. Mais c'était un plaisir de jouer ces adversaires. Coach, beaucoup ont comparé l'absence de Mourad Haq comme l'absence de Karim Benzema à la Coupe du Monde de 2018. Même si ce n'est pas le même poste, il y avait la presse marocaine qui a parlé, mais au final, je- le résultat, c'est vous étiez champion de la Coupe du Monde. On a vu même le public du Raja dernièrement qui l'ont applaudi pour lui remonter le moral. Mais quelle était la vraie raison de l'absence? Je sais que on avait parlé pendant la conférence de presse, mais c'était quoi la vraie raison de l'absence de Mourad? Mais la raison, elle a été la même pour tout le monde. Ouais. Vous dites que toute la presse était étonnée de ne pas voir Mourad Dahab. Mourad Dahab n'avait pas marqué un but en Coupe d'Afrique. Ouais. Et Menargui avait marqué un but et n'était pas repris. Et personne ne m'a dit ouais, mais El Menargui n'est pas repris. Ouais. J'ai un moment, je dis alhamdoulilah, je ne fais pas trop attention à ce que les gens peuvent dire. Et j'accepte aussi que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et c'est leur droit. Pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer et de faire attention. Et c'est ce que j'ai fait. Nous, on a pris une décision par rapport au rendement des joueurs. Vous avez tous vu la CAN, bien sûr. Alors voilà. Et il y a d'autres joueurs et on a mis une certaine concurrence et le rendement était très important. Mourad Dahak voulait venir à la Coupe du Monde. Aymen Larguid aussi, Adam Boyar aussi, Karoubi aussi. Beaucoup de joueurs voulaient venir à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'on a mis une concurrence et on a pris les meilleurs du moment. Et voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Je vois pas où est-ce qu'on va rechercher quelque chose d'autre que ça. C'est très important. Je dis, vous avez tous un talent, mettez votre talent au service du collectif. Celui qui parvient à le faire et qui est performant, ben, il sera à la Coupe du Monde. Celui qui n'est pas, tant pis. Il y avait une grande polémique, mais à la fin, c'est le résultat final qui compte. Monsieur Oudi, vous avez dû faire face à plusieurs contraintes pendant le tournoi, la météo, les avertissements, les blessures du capitaine Sader et du gardien Ben Chaouich. Comment avez-vous géré ces difficultés et réussi à les surmonter? Déjà, c'est de préparer tous les joueurs. Et tous les joueurs qui étaient sélectionnés étaient prêts à jouer. Et, et avant même la compétition, d'avoir préparé beaucoup de joueurs, avoir fait beaucoup de stages. Parce qu'on savait dès le départ qu'on allait avoir des absents, que ce soit des absents parce que les clubs ne les ont pas libérés, parce que pour des blessures. Et donc, nous, on était préparés toutes les compétitions. À l'UNAF, on s'y retrouvait avec beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. On était compétitifs. À la CAN, on a des joueurs qui n'étaient pas là.
Il y a Zabiri qui se blesse le premier match et alors qu'il marque 2 buts. Aïd Bouglel qui se blesse pendant la compétition. Berti qui se blesse en demi-finale. Saad El Haddad qui joue pas la finale. Donc on a toujours vécu ça. On a toujours vécu des moments où il y a des joueurs qu'on doit se priver de joueurs. Et on a toujours pensé au positif. On a toujours pensé que on est un gros et que ceux qui sont prêts jouent. Et donc on a abordé ces matchs de la même manière. On n'a jamais trouvé d'excuses. Et on a abordé ces événements. Je ne veux pas dire ces problèmes. On n'a pas pensé aux problèmes. On a pensé en donner peu aux solutions. Et voilà, c'était comme ça. C'est naturel. Et même pour le gardien, je l'avais dit, et je l'avais dit au gardien, j'avais dit à notre président, Yanis, c'est un très bon gardien. Il était en concurrence avec Ibrahim de Gomis. Gomis était en chambre avec lui, c'était tout ensemble. Il a toujours soutenu Yanis. Ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. J'ai vraiment senti qu'il soutenait Yanis tout au long de la compétition. Et je dis, voilà, c'est un signe de Dieu, alhamdoulilah, de le récompenser et dire que c'est lui qui va nous faire gagner la Coupe du Monde. Il va contribuer. Comme Mesbahi, qui a toujours été bien, qui toujours s'est mis au service du collectif, qui a toujours aidé tous les gardiens en s'entraînant sérieusement, il a contribué sur les séances de terreau-lutte. Et on a préparé tous les joueurs à être prêts, justement, et on leur donne la confiance quand ils doivent jouer. Coach, la presse mondiale et tout le monde, même la presse nationale, tout le monde a parlé de votre coaché, 100% réussi lors du match France-Maroc. Je pense que c'était, à mon avis, c'était le match le plus difficile de cette Coupe du Monde. Vous avez géré le match intelligemment, même côté tactique, les changements. C'était un coaching, à mon avis, réussi à 100%. C'est quoi le secret de cette réussite, spécialement durant ce match-là contre la France? Déjà, c'est de bien se préparer avant, de rester bien calme pendant le match. Parce que si je dois prendre des décisions et mon staff doit prendre des décisions, souvent mon staff, on doit rester calme, on doit rester serein, prendre des bonnes décisions. Je pense que ça, c'est la clé. Et puis, tous les changements et tout ce qu'on a fait, c'était préparé aussi. On savait très bien qu'on allait avoir des joueurs qui allaient être fatigués. On savait très bien que des joueurs pouvaient rentrer pour les coups de pied arrêtés. On savait très bien que Mesbari, et ça, c'est l'entraîneur du gardien, Bagui Adelila, et certains joueurs qui sont venus me demander, avant même de jouer ce match-ci, me dire que Mesbari était performant sur penalty. On les avait préparés dans les séances des penalty, en contextualisant aussi les séances. Et donc voilà, tout ça, c'est de la préparation. Et puis le calme. Et puis après, ça vous permet de faire les bons choix. Les bons choix à la CAN, on en a fait beaucoup aussi. On a eu beaucoup de changements gagnants. On a eu beaucoup de... Et voilà. Et puis on a fait des changements en finale de Coupe du Monde. Ça n'a pas été gagnant. Mais c'est comme ça. Et une prochaine fois, peut-être que je vais faire les changements. Ils ne seront pas gagnants. Alhamdoulilah. Il n'y a qu'à remercier Dieu. On a travaillé dur. On a fait les choses le mieux possible. Et alhamdoulilah, on était récompensé. Même sur les pénaltys, le Maroc avait raté un seul. Ça se voyait que le travail a été fait durant l'entraînement. Ouais, j'étais préparé. On a été assez strict et dur avec eux. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais c'était ça. Il fallait qu'on les mette aussi, sous. Qu'on leur donne cette responsabilité. Il fallait qu'il y ait de l'attention. Il fallait qu'il y ait de l'enjeu. Et donc, voilà, on a vu ceux qui avaient du cran aussi de venir pendant les séances d'entraînement et d'oser tirer et de dire où ils vont tirer avant. Et on les a préparés mentalement. Après, je le dis, c'est le calme, c'est le travail du staff. Et alhamdoulilah, j'ai vraiment été beaucoup aidé par les membres de mon staff. Coach, en finale, vous avez affronté l'Argentine. C'est la sélection la plus titrée de l'histoire de la Coupe du Monde U20. L'Argentine, quand on parle de l'Argentine, c'est Maradona, c'est Messi. C'est vrai que les joueurs étaient forts. Mentalement, physiquement, Bohemma était très décisif, Zibari aussi. Racontez-nous un peu l'avant-match Maroc-Argentine. Mais c'est le meilleur moment que peut vivre un coach, un staff et des joueurs. Et on leur dit avant la demi-finale, gagnez ce match parce que vous allez vivre des moments extraordinaires les 3 jours avant la finale, où vous êtes un peu sous le feu des projecteurs. Il y a que 2 équipes qui restent. En plus, c'était contre l'Argentine, une finale de rêve. Physiquement, c'était très important. Tout au long de la compétition, on a couru plus. Et je pense que physiquement, c'est important de travailler la récupération, les soins. Ça nous a permis d'arriver avec une grande motivation, mais aussi prêt physiquement lors de ces matchs-ci. Alors que certains, on avait fait une prolongation et certains avaient terminé le match, ils ne pouvaient plus marcher. Donc c'est la preuve que notre staff médical a fait un travail extraordinaire. Et puis mentalement,
Voilà, le contexte est là. Vous jouez une finale contre l'Argentine de Coupe du Monde, la seule, la première. Donc, si on va encore rajouter du stress, donc c'était rester calme, faire ce qu'on fait d'habitude. Justement, on n'a rien fait d'anormal. Tout ce qu'on fait d'habitude, on l'a fait. Euh, et travailler sur le mental, c'est-à-dire insister sur le fait qu'il fallait rester calme, avoir la tête froide, penser juste à une chose, c'est qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain pour gagner le match, à rien d'autre, et pas tomber dans la provocation des Argentins parce qu'ils sont très forts à ce niveau-là. Et je pense que, alhamdoulilah, c'était une grande réussite parce que on a su, eux, les faire déjouer. Eux, ils sont tombés dans la provocation. On est resté très calme. Donc, c'était pour moi une grande, grande, grande réussite. On est très fiers de ce match. Coach, la déclaration de Zabelé après le match, il dit nous, on gagne sur le terrain, on ne gagne pas avant et après, on gagne sur le terrain. Est-ce que les déclarations des conférences de presse avant match, comme ce qu'ont fait les Français, même les Argentins, est-ce que ça n'a pas donné un impact négatif à vos joueurs? On a vu le contraire, ça leur a donné une rage de vaincre pour rentrer au terrain et gagner ces matchs-là contre des grandes nations comme j'ai cité la France et l'Argentine. Oui, c'est des choses qui motivent les joueurs aussi. Moi, j'essaie de tempérer, j'essaie de calmer les joueurs parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous jouez des matchs tellement importants, c'est une finale de Coupe du Monde ou une demi-finale de Coupe du Monde. Si je rajoute encore les provocations, leur parler de ça, c'est de mettre trop, trop de choses dans leur tête. Et alors que rien que le fait de jouer pour être en finale ou de jouer pour gagner la Coupe du Monde, l'ambition, elle est déjà à son maximum. Donc nous, on n'en a pas vraiment parlé. J'ai essayé de relativiser aussi quand on en a parlé un petit peu, c'est de leur dire, voilà, c'est le folklore argentin, ils sont comme ça avec tout le monde, faut pas s'inquiéter. Euh, voilà, eux, ils sont toujours comme ça, ils se motivent comme ça. Nous, on reste respectueux, mais on fait en sorte qu'ils vont pas chanter après, parce que quand ils chantent après, ça peut encore plus mal, hein. Il y a aussi la presse, la presse de l'Argentine qui en parlait, ils ont cru que c'est bon. Ouais, ils allaient gagner six titres de champion du monde, c'est l'Argentine, c'est une référence. Ils étaient sûrs d'eux, mais c'est ce que je dis aussi à mes joueurs, c'est que, alhamdoulilah, on travaille dur depuis très longtemps, depuis de nombreuses années déjà, avec la vision Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour arriver à justement à changer tout ça, à faire en sorte que le Maroc soit respecté. On est dans une dynamique positive et, alhamdoulilah, je suis content que prochainement, déjà ça arrive avec le Brésil, maintenant l'Argentine et surtout l'Espagne, c'est quand ils affrontent le Maroc, mais ils savent très bien qu'ils affrontent une nation puissante, hein. C'est l'objectif. Vous avez parlé de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. L'Académie Mohammed VI, c'est un bijou pour les jeunes talents marocains, pour le football marocain, pour le football africain aussi, même mondial. Quelle a été la valeur ajoutée de l'Académie Mohammed VI par rapport à cette génération qui ont remporté la Coupe du Monde de U20 2025? Une grande valeur et parce qu'il y a de nombreux joueurs qui ont fait partie de cet effectif. Il y a de nombreux qui ont fait partie de l'effectif de Walid Regragui à la Coupe du Monde 2022. Donc on sait très bien que c'est la locomotive du football marocain au niveau de la formation. Et donc il faut reconnaître que la vision du roi Mohammed VI, qui depuis 2008 et puis après la création en 2009 de l'Académie Mohammed VI, aujourd'hui porte ses fruits. Et donc on est très reconnaissant envers l'Académie, la manière dont ils ont travaillé pour former ces joueurs, mais aussi très reconnaissant maintenant aussi avec les autres académies qui travaillent déjà depuis un petit temps, mais qui étaient assez loin à traîne par rapport à l'Académie Mohammed VI, mais qui essayent maintenant de réduire l'écart. Et toutes les académies, avec le projet maintenant qui est fait avec le CEPLE, avec la TTN et la fédération qui ont mis en place une structure qui permet maintenant à beaucoup d'académies de travailler, on va encore grandir et eux vont pousser aussi à l'académie à faire plus et à faire mieux parce qu'il faut rester exigeant. Il faut pas rester. Le problème de l'Académie Mohammed VI, c'est qu'il y avait quelques concurrents comme le FUS, comme les phares. Je ne sais pas, que toi, regarde, voilà, c'est ça. Ils récupèrent un peu en équipe première, ils récupèrent les joueurs de l'académie. Et, et donc maintenant, ils ont plus de concurrence. Ça va permettre à tout le monde de progresser. Et ça va permettre à tout le monde de se remettre en question aussi, d'essayer d'être performant. Et ça va ser positif pour le football marocain. Et donc, il faut aussi reconnaître que les autres académies font de leur mieux. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment
une vraie révolution en termes de formation et j'espère que ça va continuer. Hein. Coach, vous étiez le premier entraîneur à utiliser la carte verte dans l'histoire de la FIFA et de la Coupe du Monde. Est-ce que cette carte verte a joué en faveur du Maroc? Parce que si on revient un peu en arrière, durant le match France-Maroc, Coupe du Monde 2022, l'arbitrage a tué le Maroc. Il y avait un penalty flagrant de Bouffal à l'époque. Est-ce que cette carte verte vous a aidé à avoir, c'est-à-dire à donner raison à vos choix et à, à corriger l'arbitrage en ruse? Ben oui, je pense que ça a aidé, mais ça aide aussi pour les autres. Hein. Nous, quand on encaisse contre les États-Unis, le penalty contre les États-Unis et le penalty contre le Brésil, c'est aussi l'utilisation de la carte verte qu'on a fait qu'ils ont un penalty. Nous, on l'a utilisé dans les séances aussi, on l'a utilisé quand il le fallait. On a eu alhamdoulilah, une bonne coopération avec les joueurs. C'est important de préparer les joueurs à ça. Il fallait que les joueurs soient directement communiquent sur la gravité ou s'il y a faute ou il n'y a pas faute, mais qu'ils soient honnêtes. Parce que vous savez, les joueurs, ils ont toujours tendance à dire non, je l'ai pas touché, coach, je l'ai pas touché, alors qu'il lui a brisé la jambe. Ouais, c'est qu'il joue pas, dit qu'il joue pas. En fait, la gravité de la faute, elle est pas rouge. Et le fait d'avoir cassé l'action, Zabiri ne pouvait pas atteindre le ballon. Et le ballon sortait, Zabiri ne pouvait pas atteindre le ballon. Donc c'est là qu'il a décidé que c'était pas carton rouge. Donc je l'ai écouté attentivement. On a perdu cette faveur de carte verte à ce moment-là. Parce que nous, on demande le carton rouge ou penalty, mais surtout le carton rouge. Et en fait, on ne l'a pas. Donc c'est coup franc, carton jaune. Donc malgré ça, alhamdoulilah, on a perdu la carte verte. Mais Zabiri se charge de marquer but. Très bon. Mais ça nous a servi, et ça va servir à tout le monde si c'est utilisé intelligemment. Je pense qu'on l'a fait avec beaucoup, beaucoup de sérieux et beaucoup de coopération aussi avec le staff et les joueurs. Coach, quelle est la nature de votre relation avec la direction technique nationale dirigée par Thierry Jana? La nature, ah ouais, ben déjà, on voit bien comme avec tous les autres DTN. Moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup la hiérarchie. Je sais aussi que j'ai des comptes à rendre. Et avec Jamal, ça pose super bien. C'est quelqu'un en plus, c'était particulier parce qu'il avait déjà fait demi-finale. Lui, en temps audio, donc c'était important d'avoir son retour à lui. Et lorsque je lui ai dit au revoir, que je partais au Chili, qu'il m'a dit on m'a fait une grande Coupe du Monde, je sentais qu'il était sincère, qu'il le sentait aussi. Et donc, c'était important de travailler main dans la main et de travailler avec des gens qui ont fait beaucoup pour le Maroc déjà. Pour moi, c'est super important parce que j'essaie d'apprendre beaucoup des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui veulent donner, qui veulent partager. Et voilà, Jamel fait partie des gens qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'apportent beaucoup. En 2007, malheureusement, on parlait de 2005, le Maroc avait atteint la demi-finale de la Coupe du Monde U20, mais malheureusement, on n'a pas pu profiter de cette génération. Est-ce qu'aujourd'hui, Walid Regragui va faire appel à un de vos joueurs par rapport à la CAN et aussi la Coupe du Monde en 2026? Déjà, 2005 et 2025, la structure et le suivi et le processus, le travail qui est fait à la DTL est différent, je pense. Aujourd'hui, à tous les échelons, il y a un suivi qui est fait. Donc, je pense que la continuité va être plus facile. Ça va être plus important aussi. Il y a une vraie structure mise en place, un vrai processus mis en place par la DTL, et pas juste pour les U20, mais pour toutes les catégories jusqu'à l'équipe première. Pour ça, il ne faut pas s'inquiéter. C'est aux joueurs maintenant à faire des efforts pour rester à un certain niveau. Ça va être important, bien sûr, de les suivre de près, mais c'est les choix qu'ils feront. C'est très important. Et puis, par rapport à Walid Regragui, l'équipe première, c'est Walid Regragui, il a un staff. Il sait les joueurs dont il aura besoin. Et j'insiste aussi parce que il ne faut pas croire que Walid Regragui découvre ces joueurs. Walid Regragui les connaissait et son staff. Beaucoup de ces joueurs-là étaient déjà dans les présélections pour les stages précédents. Voilà. Donc, ce n'est pas une surprise. Donc, bien entendu, ceux qui ont performé maintenant gagnent des points, mais c'est ce qu'ils vont faire au quotidien dans leur club qui va faire que ils auront une chance d'être sélectionnés. C'est pas moi qui décider s'ils vont être sélectionnés. On l'espère tous, bien entendu, pour une continuité. Et lui aussi l'espère tous, mais ça va être pas par pas, calmement. Et puis voilà, puis il y a une CAN qui arrive tout de suite, dans pas longtemps. Et
voilà, il faut faire confiance. On est à 55 jours exact. Voilà, bah, il faut faire confiance au staff et ils auront les meilleurs joueurs. Coach, après la finale de la CAN, on a vu un speech incroyable de le président de la Fédération royale marocaine de football, Monsieur Fawzi El Kja. On a aussi vu sa présence durant la finale. Quelle est la valeur ajoutée de Monsieur Fawzi El Kja aujourd'hui par rapport à ce sacre et par rapport à la fédération et le football marocain en général? Bah, je pense que quand, dans toutes les structures, voilà, si vous voulez sentir quelle est l'ambition réelle, ouais, il faut regarder les plus hautes sphères, ouais, donc les dirigeants. C'est eux qui tirent un petit peu. Et d'avoir un président comme Fawzi Larjar qui vous tire dans le haut, qui vous pousse à croire en vous, à croire aux capacités du Maroc et des équipes marocaines, et d'avoir ce discours après la CAN en disant visez la Coupe du Monde, osez gagner, les craintes de personne. Je me rappelle encore de ces mots. Donc c'est important. C'est important parce que c'est vrai, c'est une vraie locomotive ici pour tout le monde. Et c'est un homme fort, puissant de par ce qu'il dégage, ce qu'il a fait depuis le début à, à la tête de la Fédération marocaine de football. Très exigeante. Je le suis aussi. Il est très exigeant et je sais aussi. Et moi, j'accepte ça parce que je sais que c'est ça qui va nous amener à ramener encore plus de titres. Et donc voilà, c'est aussi une victoire, c'est surtout une victoire aussi pour lui. Coach, par rapport à la Coupe du Monde, moi, ma meilleure joueur la Coupe du Monde, ce titre qui a été remporté auparavant par Pogba, par Messi et d'autres grands joueurs du football mondial. Est-ce que ce titre sera une valeur ajoutée pour ce joueur-là? Et aussi Isabelle, je pense qu'il était du deuxième meilleur joueur. Là. Alors, on est champion du monde et on a le meilleur joueur du monde des U20. Mais sincèrement, on doit viser le maximum. Ouais, moi, je me rappelle quand j'étais à Anderlecht, quand je jouais un tournoi international, n'importe quel tournoi. Il va y avoir Barcelone, il peut y avoir toutes les équipes. On misait minimum, on disait minimum demi-finale, ouais, minimum, et gagner tous les titres individuels. Vraiment pour mettre en valeur l'académie d'Anderlecht. Et je pense qu'au Maroc, on doit avoir même, même l'idée de fixer un objectif, d'aller plus loin possible, pourquoi pas minimum demi-finale. Et bien, après, bien sûr, d'essayer de la gagner, mais d'avoir tous les prix de meilleurs joueurs aussi. C'est la meilleure manière qu'on peut faire pour vraiment mettre le Maroc tout en haut de l'échelle. Et d'avoir le meilleur joueur, parce que ça devait être d'autres joueurs aussi chez nous, un meilleur joueur. Zabéry, deuxième meilleur joueur. Zabéry qui égalité meilleur buteur. Ah, il faut savoir qu'il n'a pas eu de réussite parce qu'il y a eu des ballons qui devaient marquer les billes. Les ballons étaient touchés ou contrés par l'adversaire. Et c'est juste le fait qu'il n'a pas eu d'assist que le joueur américain a eu ce prix. Donc, sinon, pour nous aussi, c'est le meilleur buteur. Et puis aussi, Yadis Benchaouch, qui pour nous n'a pas été le meilleur gardien. Moi, c'est clair que c'était le meilleur gardien. Il n'y a pas de doute, c'était le meilleur gardien. Il a pris qu'un but dans le jeu, il a été décisif. Et donc voilà, ils n'ont peut-être pas voulu lui donner tous les trophées. Bon, nous, on sait qu'on les a. Donc on sait qu'on avait les meilleurs. Coach, parlez un peu de votre staff, Jamal Beniter, Bagui, c'était un staff presque purement marocain, à part, je pense qu'il y a un Belge. Non, il y a deux Belges. Il y a le Belge Aymen aussi, en analyse vidéo, qui a été assisté par Quentin Gobart, qui est Belgique, et puis Ahmed Azmi, le préparateur physique, qui était assisté aussi par Glenn Mercoterot, qui s'occupait aussi des joueurs blessés pour qu'ils soient top quand ils arrivent avec nous. Donc c'est un staff technique incroyable. C'est un staff technique avec qui j'ai été très exigeant au début, vraiment, mais toujours bienveillant. Ça veut dire que je ne suis pas du genre à me mettre au-dessus de quelqu'un. Je dis toujours, on est l'un à côté de l'autre et chacun se pousse et se tire vers le haut. Et alhamdoulilah, moi, je suis très fier d'avoir contribué à être exigeant avec eux et les faire progresser. Et je suis très fier parce que eux-mêmes, avec tout le travail qu'ils ont fait, ils m'ont fait progresser aussi. Ils ont été super importants. De nombreuses décisions, ce n'était qu'eux, c'était pas moi. Des cartes vertes, le troisième gardien, certains choix tactiques pour le match. C'est Pellatier aussi. Tout. C'était vraiment beaucoup de décisions de mon staff. Et ce que moi, je l'aimais surtout, et dans mon staff, et surtout des garçons comme Jamal Aït-Benedir et Ayman dans l'analyse vidéo, c'est qu'ils viennent jamais en disant coach, je te propose ça. Bon, ils viennent toujours à plusieurs coachs, on propose ça en équipe. Voilà, je ne veux pas savoir de qui vient cette idée-là. Et je l'ai toujours dit, moi, ça ne m'intéresse pas de qui vient cette idée-là. Et eux-mêmes, voilà, ils ne voulaient pas se mettre en avant. C'était vraiment le staff et l'équipe
Et le joueur le ressentait. Beaucoup, beaucoup de fois, les joueurs, quand ils prenaient la parole dans le vestiaire, c'était les amis, le staff fait un travail énorme pour nous, on doit leur remettre ça. Et donc c'était important de sentir ça et tout le monde l'a senti. Alhamdoulilah, je suis très fier alors c'est ça. Coach Wahbi, aujourd'hui vous êtes champion au Et Fouad, معلش يكون تشد Fouad analyste spécialiste des coups de pied arrêtés, qui était spécialiste des coups de pied arrêtés offensifs. Ok. On était performant et Jamel Benedir, spécialiste qui était responsable des coups de pied arrêtés défensifs. Mais j'ai oublié Fouad, je ne pouvais pas l'oublier, désolé. Bien sûr. Chacun a fait son rôle, comme vous avez dit, et le résultat est là. Alhamdoulilah, ouais, champion du monde. Coach, Wahbi, Mohamed Wahbi, votre nom, la presse marocaine, internationale, européenne, tout le monde parlait de votre nom, tout le monde a, a parlé de ce sacre-là. Aujourd'hui, quel est l'avenir de Mohamed Wahbi avec l'équipe nationale marocaine et les ambitions, surtout après avoir gagné la Coupe du Monde? Ben, en parlant d'ambition, c'est pas juste. Tu as beaucoup de gens qui disent ouais, je veux faire ça, je veux trop entraîner ça, je veux. Moi, j'avais l'ambition de gagner la Coupe du Monde. Et pas depuis que je suis au Maroc. Quand j'étais en Belgique, parce que c'est quelqu'un, je me rappelle plus, qui m'a fait la remarque, qui m'a dit ouais, coach, tu me rappelles, tu disais lorsque tu vas jouer la Coupe du Monde, tu voudras la gagner. J'avais l'ambition de gagner la Coupe du Monde. Je savais que je ne pouvais pas le faire seul, mais alhamdoulilah, on a atteint cet objectif-là. Donc l'ambition, pour moi, je l'ai. J'ai beaucoup d'ambition. Mais je sais que ça passe par le travail, l'humilité, et la foi, et tout le reste viendra. Donc maintenant, les choix aussi que je fais dans ma carrière, c'est des choix réfléchis, à tête froide. Aujourd'hui, j'ai pas la tête froide. Aujourd'hui, la Coupe du Monde s'est terminée, la visite au palais, il y a la parade, il y a eu pendant 4 jours la presse. Donc j'ai pas encore pris le temps de prendre du recul, de réfléchir à ce que je veux faire et prendre la bonne décision. Donc aujourd'hui, je peux pas vous répondre. Quand j'aurai la tête froide, peut-être, mais c'est pas aujourd'hui. Coach, avant de conclure cette édition des coulisses d'Elia, on a vu la forte présence de son Excellence, Madame l'ambassadrice, ou Madame El Relib du Royaume du Maroc au Chili. C'était quoi la valeur ajoutée de cette dame qui a beaucoup fait pour le public marocain, aussi avec sa présence quotidiennement avec vous, avec l'équipe? Sincèrement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce qu'on parle beaucoup de l'hospitalité marocaine. C'est reconnu mondialement, l'hospitalité marocaine. Et la manière dont Madame l'ambassadeur nous a accueillis, déjà au tirage au sort, hein, on n'était que deux, l'administrateur et moi. Et puis quand on est arrivé, et puis avec les joueurs, et puis avec les supporters, et tout au long de la compétition, nous mettre tout ce qu'on avait besoin. Et à un moment, on avait besoin d'ITV, Arménie TV. Donc c'était incroyable, sincèrement, et ça reflète vraiment ce que c'est l'hospitalité marocaine. Et nous, on est très fiers. On est très fiers. On lui est reconnaissant aussi vraiment beaucoup, et parce qu'elle a fait partie vraiment de ce projet, de cette épopée. Donc elle mérite ces trophées de la champion du monde aussi. Et alhamdoulilah, on est très fiers. Ça nous rend encore plus fiers, le Marocain, vraiment. Et montrer l'exemple comme ça, et les Chiliens aussi, parce que les Chiliens nous ont beaucoup aimés, beaucoup soutenus, beaucoup appréciés tout au long de la compétition. Ils ont adoré, ils ont vraiment aimé l'attitude des joueurs, mais pas seulement l'attitude des joueurs sur le terrain, l'attitude des joueurs voilà, avec le chauffeur du bus, avec le gars de la sécurité, avec toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Et alhamdoulilah, on a montré une très belle image du Maroc et des Marocains, et ça, je pense que c'est peut-être la plus grande tour. Coach Wahbi, à vous la parole, un dernier mot pour la jeunesse marocaine, pour le public marocain. Mais déjà, pour le public, merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez transmis, on a ressenti, même si on était à des milliers de kilomètres, et que vous méritez. C'est vous qui nous avez poussé à atteindre cet objectif-là, même vraiment vous. Et pour la jeunesse, comme je le dis à mes enfants, et je le redis encore maintenant, et le même message que je passe maintenant à mes enfants, à toute la jeunesse, c'est croire en vos rêves, ne pas se donner de limites, ne pas se fixer des objectifs et essayer de tout faire pour les atteindre, avec du travail, avec de la patience, avec de l'humilité. Et voilà, je pense qu'on est un pays extraordinaire. On a des Marocains jeunes qui sont ambitieux, et que j'ai juste une envie, c'est vas-y, allez-y, tentez votre chance, croyez en vous, et Inch'Allah, ça rendra encore le pays plus uni et plus dynamique encore. Merci coach pour cette
interview formidable. Je tiens à remercier monsieur Alaoui, chef d'équipe technique, monsieur Ayoub Rebli, rédacteur en chef, et Ali Wafid, responsable du digital. Avant qu'on finisse cette émission, on voudrait vous donner un trophée du média Le 7 TV par rapport à ce que vous avez fait pour notre équipe nationale.